Alors un petit clin d'œil à vous tous. Je vous embrasse tous. Et j'espère que tout le monde va bien. Ici, on est à l'endroit où a été enterré le corps. Il a fait un trou. Voilà le monticule de terre qui a été enlevé. Les révélations que nous allons faire ici dressent le portrait d'un criminel hors norme. Sans parler des soupçons qui pèsent sur lui pour les crimes prescrits des années 80, Alain Michel Lambin est-il un tueur en série ? Je suis ici à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, et c'est dans cette église, en 2004, que celui qui est peut-être l'un des pires tueurs en série français sera démasqué. Parce que durant le mois d'août 2004, Nicole Rossi, une femme de 50 ans, donne rendez-vous à la police à l'intérieur même de ce lieu sacré. Elle a des révélations à faire. La police arrive, assez étonnée de ce lieu de rendez-vous. Il s'assoit devant l'autel sous les yeux du Christ et c'est alors que Nicole va leur confier avoir été témoin d'une dizaine de meurtres au moins au cours de sa vie entre les années 80 et pas plus tard que la semaine dernière où cet homme, dit-elle, vient encore de tuer. Alors les policiers se regardent assez surpris et lui demandent de qui il s'agit. Nicole répond que cette personne n'est autre que son propre compagnon depuis plus de 20 ans. Un vieux berger, propriétaire d'une bergerie à Cossol, dans l'arrière-pays niçois. Son nom est Michel Lambin. Avant de dire quoi que ce soit, les policiers écoutent ces histoires qui paraissent folles, voire invraisemblables, que raconte Nicole Rossi. Tantôt elle parle d'une victime à qui Michel Lambin aurait coupé la tête avant de la cuisiner. Tantôt elle parle d'un jeune homme que Michel Lambin aurait dépecé. Et puis finalement, ces policiers vont quitter l'église et retourner au commissariat assez troublés. L'ambiance dans la voiture au retour est un petit peu tendue. Ils ne savent pas s'ils viennent d'entendre des folies, des choses qui ne sont pas réelles, ou si cette femme dit la vérité. En fait, la plupart ne croient pas vraiment au dire de Nicole Rossi, mais ils vont quand même vérifier si certaines des disparitions dont elle a parlé peuvent correspondre à des affaires non élucidées. Et là, coup de théâtre. Ils vont se rendre compte que certaines personnes dont a parlé Nicole et sur lesquelles elle a donné des détails ont bel et bien disparu de façon mystérieuse et la plupart des enquêtes ont abouti sur des non-lieux. Alors ils vont la recontacter, lui poser plus de questions, rouvrir des cold cases vieux de plus de 20 ans et finalement se rendre sur cette inquiétante bergerie de Michel Lambin dans un coin reculé des Alpes-Maritimes pour procéder à des fouilles. C'est ici, à Cossol, en pleine campagne, sur ce terrain, ayant appartenu à Michel Lambin pendant 12 ans, qu'en 2005, la police fera de nombreuses découvertes macabres qui les marqueront sûrement à vie. Une partie de ce que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée ici même, à quelques dizaines de mètres, et je pense que l'appellation bergerie de l'horreur peut être utilisée sans aucun problème, vous allez le voir. Une chose est sûre, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise et vont devoir se replonger dans l'histoire d'un homme qui a réussi à échapper à la police quasiment toute sa vie, alors qu'en France, il était peut-être l'un des pires tueurs en série. Qui est-il? D'où vient-il? Combien de personnes a-t-il tué? Pourquoi les a-t-il tués? Est-ce que Nicole Rossi, celle-là même qui l'a dénoncé et qui a partagé sa vie pendant longtemps, n'a pas des choses à se reprocher? Les amis, asseyez-vous confortablement, servez-vous un petit thé et préparez-vous pour une des histoires les plus terrifiantes de ces dernières décennies, Michel Lambin, le berger de Cossol. Allons-y. Alors
Alors avant de vous présenter Michel Lambin par son enfance, ses activités et ce qui fait qu'on en est arrivé là, je vais vous le présenter par les 2 premiers événements macabres de sa vie, afin que vous compreniez un petit peu à qui on a affaire. Notre histoire commence au début de l'année 1983 sur la Côte d'Azur, quand Nicole Rossi, qui a alors 28 ans, rencontre Michel Lambin, qui lui en a 33, dans un bar à Mougins. Elle tombe rapidement sous le charme de ce garçon venu de banlieue parisienne qui a une allure de gangster et qui, vous allez le voir, en est un gangster, et finalement, elle commence à sortir avec lui. À cette époque, Nicole habite au Canet, elle aime faire la fête et organise beaucoup de soirées chez elle, auxquelles elle invite Michel Lambin. C'est durant l'une d'elles que Lambin va faire la rencontre d'un certain Michel Tasselli, un fils de bonne famille malheureusement tombé dans la toxicomanie, qui essaie de s'en sortir malgré tout, et qui est l'un des petits amis de Nicole. Et alors très vite, une sorte de concurrence va s'installer entre les 2 hommes pour conquérir le cœur de Nicole Rossi. Et Michel Tasselli va lui dire à plusieurs reprises à Nicole que Lambin est un zonard. Un zonard, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu grandement défavorisé, qu'il ne ressemble à rien et que Nicole ferait mieux de s'en éloigner. Et ça, vous vous en doutez, ça ne plaît pas du tout à Michel Lambin. Le 21 janvier 1983, Michel Tasselli, qui fumait une cigarette en bas de l'appartement de Nicole dans sa voiture, sera retrouvé avec 2 balles dans la tête. 1 heure plus tard, Michel Lambin toque à la porte de Nicole Rossi, il est alors 2 heures du matin, et il va simplement lui dire, et je cite, « J'ai tué Tasselli » avant de s'en aller. Alors là, dites-vous plusieurs choses. La première, c'est qu'on est au niveau 1, sur l'échelle de l'horreur du berger de Cossol, que j'ai mis en place, parce qu'on est vraiment au début, et c'est rien par rapport à ce qui nous attend après. Et puis dites-vous que Nicole Rossi n'a raconté cet aveu que Michel Lambin lui a fait que 20 ans plus tard, dans l'église de Mougins, où elle a parlé aux policiers. Avant ça, le meurtre de Michel Tasselli était resté non élucidé et le restera officiellement toujours, parce que quand Nicole parle enfin, les faits sont prescrits. Comme l'événement a eu lieu il y a plus de 20 ans, Michel Lambin ne pourra jamais être mis en cause. Et puis imaginez que Nicole Rossi soit allée à la police directement après que Michel Lambin lui ait fait cet aveu lors de cette soirée du 21 janvier 1983. Si elle avait fait ça, je serais sûrement pas là aujourd'hui en train de vous raconter cette histoire. Mais bon, ce n'est pas ce qu'il va se passer, puisque Nicole Rossi va décider de ne rien dire pendant 20 ans par manipulation et par peur de Michel Lambin. Ça, on en parlera un petit peu plus en détail après. Ce qui nous amène 6 mois plus tard, au 17 juillet 1983. Et cette fois-ci, nous allons faire un grand bond sur l'échelle de l'horreur du berger de Cossol. Ce jour-là, Michel Lambin et Nicole Rossi sont à un déjeuner à Bobigny, en région parisienne. Lambin fait face à Kamel Gendouz, un ancien membre de sa belle famille, avec lequel il avait commis quelques vols et autres activités illicites dans le passé. Le repas se passe plutôt bien, les enfants de Kamel sont présents ainsi que le reste de sa famille, mais le problème, les amis, c'est que Michel Lambin est persuadé depuis des années que Kamel Gendouz l'avait dénoncé à la police dans une affaire de braquage. Et puis à un moment, vers le dessert, les 2 hommes se lèvent, quittent le restaurant, accompagnés par Nicole Rossi. Ils prétextent avoir une course à faire. Plus personne ne reverra jamais Kamel Gendouz. Que s'est-il passé, encore une fois, 20 ans après, Nicole raconte. Michel Lambin aurait fait croire à Kamel qu'il allait le conduire à un stock d'armes où il aurait pu se servir pour en revendre, sauf que, à un moment, la voiture s'arrête aux alentours de la ville de Meaux, les 2 hommes sortent et Lambin pointe un pistolet sur Kamel Gendouz. Alors là, ce dernier va le supplier de ne pas faire ça, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Kamel, il est un peu perdu. Michel Lambin va lui expliquer que c'est lui qui l'a dénoncé à la police, etc. Kamel Gendouz dit que c'est complètement faux, qu'il n'a rien fait. Il a ses enfants présents au restaurant qui l'attendent. Il supplie Michel Lambin de ne pas tirer. Lambin lui tire 1 balle dans le genou pour ne pas qu'il s'échappe, puis 2 balles dans la tête.
Nicole et Michel reviennent au repas comme si de rien n'était. Évidemment, les enfants de Kamel vont leur demander mais où est leur père. Michel Lambin répondra qu'il est parti avec un ami. Il ne reviendra jamais, sauf que ce deuxième meurtre et ce deuxième cold case, malheureusement, ne s'arrêtent pas là. Parce que quelques jours plus tard, Nicole Rossi raconte être allée dans un appartement du 15e arrondissement de Paris avec Michel Lambin et des amis. Le groupe de potes avait amené un sac duquel se dégageait une odeur pestilentielle. Au bout d'un moment, les hommes sortent ce qui se trouve du sac. Il s'agit de la tête de Kamel Gendouz. Michel Lambin aurait ensuite demandé au propriétaire de l'appartement une cocotte minute dans laquelle il aurait placé la tête de son ancien ami avant de la faire cuire et enfin de la manger. Alors au moment où Nicole Rossi parle de tout ça 20 ans après aux policiers à Mougins, puis après au commissariat où elle sera interrogée, etc., évidemment, personne ne la croit. Parce que imaginez-vous, mettez-vous à la place des agents de police, il y a une espèce de femme bizarre qui vous dit « Oui, il a fait cuire la tête dans une cocotte minute, Enfin, c'est n'importe quoi !» Mais les policiers vont quand même procéder à des vérifications, ils vont tenter de retrouver des gens, des vieux amis de Lambin de cette époque, et ils vont retrouver le propriétaire de cet appartement du 15e arrondissement de Paris. Ils vont l'interroger, ils vont lui mettre un petit peu la pression, et il va avouer, plus de 22 ans après, que, en effet, Michel Lambin lui a bien demandé une cocotte minute, a bien fait cuire la tête de Kamel Gendouz dedans pour la manger durant cette année de 1983. C'est le deuxième meurtre présumé du berger pour lequel il ne sera jamais condamné. Même s'il y a des témoins, il n'y a pas de preuves concrètes et de toute manière, les faits sont prescrits. Voilà, j'espère que vous tenez le coup, les amis, que vous avez toujours votre petit thé avec vous. Je vous avais prévenu que ça commence assez fort. Là, on n'est qu'au début. C'était les 2 premiers crimes du berger sous fond de vengeance, de jalousie, de choses comme ça, avec un petit soupçon de cannibalisme, évidemment, pourquoi pas. Et on est encore quelques années avant les événements de la bergerie de Cossol. Vous vous demandez peut-être d'où sort ce psychopathe pour commettre de telles choses abjectes. Eh bien, voici quelques précisions sur l'enfance et sur la vie de Michel Lambin. Il naît en région parisienne en 1950 dans une famille de 8 enfants. Sa scolarité se passe très mal et les professeurs, s'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un monstre en face d'eux, au moins ils sentent une extrême violence chez le jeune Michel Lambin. Il se bat, il vole, n'a absolument pas peur de l'autorité. Un professeur dira même de lui, et je cite, qu'il met son intelligence au service du mal. Il est le fils préféré de sa mère qui l'adore et qui ne le réprimande jamais, malgré son mauvais comportement. Il grandit puis se marie très tôt, à l'âge de 18 ans. Il aura 3 filles. Lambin se fait virer de tous les jobs qu'il fait. Il a tenté d'être électricien, maçon, mais à chaque fois, ses patrons disent qu'il vole, qu'il est violent, il se bat souvent avec ses collègues, etc. Et à cette époque, il multiplie déjà les allers-retours en prison pour de petits délits, notamment de port d'armes non autorisés, parce qu'il adore les armes et il les utilise et en a avec lui très régulièrement. Jusqu'au 3 mars 1977, où là, il passe à l'étape supérieure en braquant une de ses anciennes entreprises. Il a alors 27 ans et va voler pour 250 000 francs. Malheureusement pour lui, il va se faire rattraper rapidement parce qu'il avait pris assez peu de précautions, il avait utilisé sa propre voiture et à partir de là, il sera condamné à 6 ans de prison. Et c'est pendant toutes ces années de détention au centre pénitentiaire de Fresnes qu'il va commencer à devenir paranoïaque en pensant à Kamel Gendouz qui avait fait quelques braquages avec lui. Il va devenir persuadé que c'est lui qui l'a dénoncé à la police et à sa sortie, comme on vient de le voir, il le tue, lui coupe la tête, la cuisine dans une cocotte minute, etc. Et puis pendant ce séjour en prison, il va également beaucoup jouer au poker avec d'autres détenus à qui il va finir par devoir de l'argent, notamment 2 personnes, Christian Lepage et Jean-Jacques Villet.
Et au cours du mois d'octobre 1983, 2 événements mystérieux et dramatiques les concernant vont avoir lieu. Le 18 octobre 1983, Christian Lepage est en train de travailler dans son garage à Champigny-sur-Marne. Une moto arrive avec 2 hommes masqués dessus. Le garagiste est abattu de 3 balles dans la tête. Le meurtre ne sera jamais élucidé. 10 jours plus tard, dans l'Essonne, Jean-Jacques Villet change son pneu de voiture qui a été crevé mystérieusement quelques minutes auparavant sur un parking. Une moto arrive, 2 hommes masqués, Jean-Jacques Villet abattu de 2 balles dans la tête. Le meurtre ne sera jamais élucidé. Le point commun entre ces 2 victimes, Michel Lambin, qu'ils ont tous les 2 côtoyé en prison et avec lequel ils avaient de mauvaises histoires d'argent. Un témoin dira avoir vu la moto partir, moto qui sera retrouvée abandonnée sur un terrain vague. Certains proches des 2 victimes parleront de Lambin à la police, ils leur diront que c'est sûrement lui parce qu'il y avait des histoires d'argent, etc. Mais ces meurtres entre ex-délinquants et ex-prisonniers n'intéressent personne. En 1983, il n'y a bien sûr pas les moyens d'aujourd'hui pour enquêter. Alors une nouvelle fois, avec l'absence de preuves, comme pour Michel Tasselli et Kamel Gendouz, le futur berger de Cossol passe entre les mailles du filet. Des dizaines d'années plus tard, un homme se présentera à la police. Il dira qu'il était avec Michel Lambin ce jour-là, quand il a tué Christian Lepage. Il dira que Michel Lambin lui avait pas dit ce qu'il comptait faire, il était juste en moto avec lui, il voulait aller faire une course quelque part, sauf qu'à un moment, Michel Lambin demande à cet homme de s'arrêter, et il sort son pistolet et il abat Christian Lepage. Il lui dira après le meurtre qu'il avait simplement une dette à payer. Pour ces 4 crimes, Michel Lambin restera à jamais présumé innocent, puisque les faits sont prescrits. Nous sommes alors à 20 ans des événements de la bergerie de Cossol. Et puis le 23 décembre 1983 à Cagnes-sur-Mer, Walter Barbet, un ancien gangster du milieu proche de Lambin, sera lui aussi retrouvé assassiné de 2 balles dans la tête. Certains témoins diront avoir vu avec certitude Lambin s'échappant après le crime. Ce n'est pas assez pour la police. Une nouvelle fois, le futur berger a beaucoup de chance, il n'est pas arrêté, et il faut dire qu'il tue uniquement des gens qui font partie du grand banditisme, des toxicomanes, etc. Et la police, du moins à cette époque, à chaque fois pense à des règlements de compte, ce qui est un petit peu le cas, concrètement, entre des bandes rivales, des criminels qui se doivent de l'argent, etc. Donc, partant de ce principe-là, sachant que ce n'est pas quelqu'un de lambda qui est tué, les enquêtes sont très légères, parce qu'on pense que simplement un criminel qui a été réduit au silence. Mais le 6 janvier 1984, alors que Lambin va vraisemblablement commettre son 6e meurtre en moins d'1 an, les choses vont enfin changer. Christian Salmon, un directeur commercial qui n'a rien à voir avec le milieu des gangsters, rentre chez lui vers 19h à Villiers-sur-Marne pour retrouver sa femme. Le problème, c'est que sa femme, c'est une ancienne maîtresse de Michel Lambin et qu'il ne peut pas supporter de la voir avec un autre homme. Poussé par la jalousie, ce jour-là, il va attendre Christian Salmon avant de vraisemblablement l'assassiner. Juste avant de mourir dans l'ambulance, Christian Salmon aura le temps de dire que c'est Lambin qui lui a tiré dessus. Sauf que cette fois-ci, une réelle enquête sera faite, plusieurs éléments seront accumulés à l'encontre de Michel Lambin, il y aura des témoignages de gens qui diront que c'est sûrement lui parce qu'il avait promis de tuer Christian Salmon, etc. Enfin bref, il y aura pas mal d'éléments et, enfin, Michel Lambin sera placé en détention provisoire dans l'attente de son procès qui aura lieu le 25 juin 1986. Le futur berger aurait donc tué au moins 6 personnes entre 1983 et 1984 dans la région parisienne principalement et, encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Nicole Rossi, qui est au courant de la plupart des meurtres, ne dit toujours rien parce qu'elle a peur de Michel Lambin. Encore une fois, je vous dirai pourquoi après. Et finalement, on arrive au procès en juin 86 et là, on pense que Michel Lambin va être condamné. Mais la réalité est très différente. Parce qu'arrivé à la barre, Lambin se défend bien. Il présente un ticket de caisse à l'heure du crime, ce qui prouverait qu'il ne pouvait pas se trouver chez Christian Salmon à ce moment-là.
Il a d'ailleurs un très bon avocat, Maître Arapian. Et finalement, après 2 ans et demi de détention, Michel Lambin est acquitté et donc remis en liberté. Les jurés ont estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves et donc notre sombre histoire, les amis, continue et va nous amener cette fois-ci dans un tout autre environnement. Il faut dire que quand Lambin sort de prison en 1986, même s'il a été acquitté, il n'est pas dans une très bonne situation. Parce que sa femme et ses 3 filles lui ont tourné le dos, il n'arrive pas à retrouver de travail et finalement, il va décider de quitter la région parisienne pour tenter de refaire sa vie ailleurs. Dans un premier temps, il va aller en Suisse, mais ça va pas très bien se passer. Il va pas réussir à refaire sa vie, à trouver de travail, etc. Donc finalement, c'est à Mougins, sur la Côte d'Azur, qu'il va trouver refuge, où Nicole, qu'il avait rencontrée à ce même endroit il y a environ 20 ans, va lui trouver un petit travail dans une maison de retraite. Et alors là, ça se passe extrêmement bien. Michel Lambin est adoré du personnel et des pensionnaires. Il fait du très bon boulot et petit à petit, la situation va se stabiliser et c'est en 1993 qu'il va acheter ce terrain sur lequel il fera construire une immense bergerie qu'il appellera la bergerie du Bayou. C'est donc ici qu'il commence à élever des chèvres avec Nicole qui travaille avec lui, à produire du fromage, du lait, etc. qu'il vend au restaurant du coin. Et finalement, ce nouveau berger est en connexion totale avec la nature. Il semble vraiment avoir mis un terme avec son passé plein d'atrocités. Alors un petit clin d'œil à vous tous. Je vous embrasse tous. Et j'espère que tout le monde va bien. Vous voyez où que je suis? C'est un peu le paradis auprès de la région parisienne. Ici, j'ai pas le temps de m'emmerder. Entre l'année 1986 et le début des années 2000, aucun meurtre ne sera imputé à Michel Lambin. Ce qui peut paraître assez étrange quand on connaît sa personnalité et son histoire. Peut-être s'est-il passé des choses dont nous ne sommes pas au courant et que personne ne saura jamais. Alors gros bisous à toi papa, maman et puis t'embrasses tout le monde. Allez, gros bisous à tout le monde et ciao. En tout cas, au printemps 2001, de nouvelles disparitions vont avoir lieu ici même sur le terrain, plus mystérieuses, plus étranges et plus cruelles. Tout commence avec l'évasion spectaculaire de 3 criminels de la prison de Draguignan en hélicoptère, Émile Fornassari, Abdelhamid Carmous et Jean-Félix Leca. 3 détenus de la prison de Draguignan se sont enfuis spectaculairement hier. C'est tout ce qu'il reste du dernier moyen de locomotion des 3 évadés de la prison de Draguignan. 3 prisonniers avaient atterri à bord d'un hélicoptère dont le pilote, sous la contrainte, avait permis leur évasion. Les 3 prisonniers ne vont pas fuir bien loin puisqu'ils vont trouver refuge chez Michel Lambin qui, malgré sa petite vie bien rangée de berger avec ses chèvres, son fromage, son lait, etc., malgré tout, continue de prendre part à quelques affaires illicites et un petit peu au milieu du grand banditisme en accueillant certains criminels ou personnes en cavale chez lui. Mais bon, apparemment, ce n'est pas le meilleur endroit pour se cacher, la bergerie de Michel Lambin, puisque au cours du printemps 2001, Jean-Félix Leca, l'un des 3 évadés, qui attend un petit peu, si vous voulez, que les recherches de la police se calment, il attend quelques mois qu'il soit moins traqué pour ensuite redescendre sur la Côte d'Azur, redescendre en ville, etc. Donc il attend tranquillement à la bergerie du Bayou, sauf que Jean-Félix Leca va disparaître. Plus personne ne le reverra jamais. Il va disparaître d'ailleurs à peu près au même moment qu'un autre délinquant avec qui Michel Lambin était en affaire, un certain Farid Erragdi, 23 ans. Farid Erragdi, lui, cherchait également à échapper à la police. Il voulait aussi trouver un moyen de blanchir son importante somme d'argent sale. Pour cela, il avait fait appel à Lambin. Et lui aussi, plus personne ne le reverra jamais. Au moment de ces disparitions, la police ne réagit pas vraiment puisqu'il s'agit de 2 personnes qui étaient en cavale, donc qui cherchaient à échapper à la police. Et si on les retrouve pas, eh bien, c'est sûrement qu'ils ont réussi. Sauf qu'après plusieurs années, Nicole Rossi parle.
Un matin, dans la bergerie, elle trouve Lambin attelé à un grand travail dans un coin reculé du terrain. Elle voit alors des vêtements dans un seau, vêtements qui semblent appartenir à un jeune, potentiellement à Farid Erragdi, et puis elle va s'approcher un petit peu, et là, elle va voir Farid Erragdi, ou du moins son corps, ou même ce qu'il en reste. En fait, il est accroché à un crochet de boucher, son corps pend, et Michel Lambin est tout simplement en train de le dépecer. Ce dernier finira, selon elle, pour faire disparaître le corps, par le donner à manger au cochon. Lambin aurait donc tué Farid pour s'emparer de sa grosse somme d'argent qu'il voulait blanchir. En ce qui concerne Jean-Félix Lecas, l'évadé de prison, là encore, Nicole raconte. Il avait vu ce qu'avait fait Michel Lambin à Farid Erragdi. Il en était devenu malade et ça se voyait. Le berger de Cossol, craignant que ce dernier parle, l'aurait alors réduit au silence en le tuant par balle alors qu'il dormait dans une caravane sur le terrain. Alors plus tard, la police inspectera cette caravane parce qu'ils veulent vérifier les dires de Nicole Rossi. Je vous rappelle qu'elle sort des dingueries. Nicole Rossi, elle explique le crochet de boucher, dépecer, la tête, la cocotte minute et tout. Les policiers comprennent pas. C'est pour ça que petit à petit, si vous voulez, c'est très compliqué de retrouver des témoins, etc. Parce que les gens quittent le pays, les gens meurent, les souvenirs... Enfin bref, c'est très compliqué. Donc à chaque fois, les policiers essaient de trouver des témoins, de trouver des preuves. Et là, ils vont se rendre en 2005 sur le terrain, à la bergerie du Bayou. Ils vont aller dans la caravane où Nicole Rossi dit que Jean-Félix Lecas a été tué. Et ils vont bel et bien trouver des impacts de balles au niveau... Alors c'était pas un lit, mais c'était une sorte de planche en bois où il y avait sûrement un matelas où Jean-Félix Lecas dormait. Ils vont trouver des impacts de balles, ils vont faire des analyses et en effet, ça s'apparente totalement à quelqu'un qui dormait, tout simplement, et qui aurait été abattu alors qu'il était en position allongée. Alors, encore une fois, il n'y a pas de preuves concrètes, même si on va voir après, il y en a un tout petit peu, mais ça montre que quelqu'un a été tué là, c'est une certitude. De Farid Erragdi, il ne reste plus rien, pas de bout d'os ou de bout de quoi que ce soit qu'on aurait pu retrouver. En revanche, de Jean-Félix Lecas, il reste quelques bouts d'os qu'on va retrouver sur une petite partie du terrain où en fait Nicole expliquera que Michel Lambin l'avait fait brûler. Il avait abattu des arbres et avait tout fait brûler avec le corps de Jean-Félix Lecas. On retrouvera quelques bouts d'os, malheureusement pas assez pour pouvoir les identifier, donc on ne saura jamais vraiment s'il s'agit de lui ou non, mais vraisemblablement il s'agit de Jean-Félix Lecas. Une nouvelle fois, on peut se demander, voire s'énerver, pourquoi est-ce que Nicole Rossi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi a-t-elle attendu autant de temps avant de parler à la police? Si elle l'avait fait après le premier meurtre de Michel Tasselli, peut-être aurait-elle évité à tous les autres de mourir. Si elle l'avait fait après le deuxième meurtre de Kamel Gendouzi, peut-être aurait-elle évité à tous les autres de mourir. Si elle l'avait fait après les assassinats que je viens de vous raconter de Farid Erragdi et Jean-Félix Lecas, peut-être aurait-elle évité à ceux qui suivent de mourir. Alors bien sûr, il est facile, voire même normal, de reprocher tout ça à Nicole Rossi, mais elle va raconter que Michel Lambin l'a menacée sans arrêt, qu'il lui disait à chaque fois qu'il allait tuer toute sa famille, elle, etc., si elle parlait, qu'il allait les découper, leur donner à manger aux cochons, etc. Donc j'imagine que à l'époque, quand on voit l'impunité totale dans laquelle sévit Michel Lambin qui tue tout le monde et qui n'est jamais arrêté, si on se met à la place de Nicole Rossi, on se dit putain mais le mec, je sais pas, il a un pouvoir surnaturel ou quoi, on le voit comme étant surpuissant, il fait que vous menacer, il vous dit que si vous parlez, il va vous découper, etc. Vous l'avez déjà vu faire, vous l'avez déjà vu à l'œuvre, peut-être que quand on est un peu faible d'esprit, quand on a peur, etc., en effet, on va pas voir la police. À la fois je peux comprendre, à la fois ce que je dis peut paraître insupportable pour les familles des victimes, de celles qui sont arrivées après. Parce qu'on se dit, si Nicole avait parlé, on n'en serait pas là. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que Nicole pourrait être jugée pour non-dénonciation de crime, sachant qu'elle ne l'a jamais été? Nicole Rossi n'a jamais été inculpée de quoi que ce soit, d'avoir aidé Michel Lambin, de complicité, de non-dénonciation, jamais. Je sais pas, je trouve que c'est une question assez compliquée.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et malheureusement les amis, notre histoire ne s'arrête toujours pas là. Le 6 décembre 2002, à Antibes, un gardien d'école du nom de Robert Ludy est retrouvé mort par balle devant celle-ci alors qu'il rentrait chez lui. Le mystère sera total jusqu'à ce que quelques langues se délient et que l'arme du crime soit retrouvée chez Michel Lambin. C'est Émile Fornassari, l'un des évadés de la prison de Draguignan qui était devenu un proche de Lambin, qui lui avait commandité le crime. Robert Ludy entretenait une liaison avec une des copines d'Émile Fornassari, et ça, il ne le supportait pas. Michel Lambin aurait alors soulagé son ami de ce fardeau. C'est la 9e victime du berger. Et puis nous arrivons en juillet 2004, quelques semaines à peine avant que Nicole Rossi parle à la police. Souvenez-vous, elle avait dit avoir été témoin d'une dizaine de meurtres au moins entre les années 80 et pas plus tard que la semaine dernière, où cet homme, disait-elle, venait de tuer. Eh bien, voici l'histoire. Au cours de juillet 2004, Michel Lambin est chargé d'une petite opération. Il est censé faire évader un prisonnier de la prison des Baumettes à Marseille, quelqu'un qui souhaite s'échapper et on l'a payé pour ça, 28 000 €, qu'il est censé partager avec son associé qui s'appelle Jean-Yves Guéret, qui est censé l'aider à faire évader ce prisonnier de la prison des Baumettes. À la fin de cette opération, les deux hommes touchent les 28 000 €, sauf que Michel Lambin n'a plus vraiment envie de partager avec Jean-Yves Guéret. Un soir, Jean-Yves Guéret se rend à la bergerie du Bayou, il est très énervé, il est d'ailleurs accompagné par une femme qui s'appelle Séverine, qui était la femme d'Émile Fornassari, qui était vraiment proche de Michel Lambin. Jean-Yves Guéret arrive, très énervé, il veut se faire payer. Plus personne ne reverra jamais Jean-Yves Guéret. Sauf que cette fois-ci, Nicole Rossi connaît avec exactitude l'endroit où Michel Lambin l'a enterré. Et quelques semaines après avoir parlé à la police dans un premier temps va procéder à des vérifications, etc. Puis ils vont se rendre à la bergerie du Bayou. Nicole va dire c'est là, ils vont creuser et ils vont en effet trouver le cadavre de Jean-Yves Guéret. Ça constitue une preuve incontestable. Son corps sera d'ailleurs retrouvé sans les pieds, ce qui est assez étrange. Ça fera écho plus tard à certaines déclarations de Nicole Rossi qui disait que Michel Lambin parfois mangeait ses victimes. Donc on sait, il y a cette histoire de la cocotte minute, mais peut-être qu'avec les autres, il l'a fait également. C'est ça que dit Nicole Rossi. Elle dit qu'il les mangeait avec de l'ail et des épices, qui gardaient à chaque fois une partie du corps. Enfin bref, Nicole Rossi a dit beaucoup de choses vraies, elle a ajouté ça. Est-ce que c'est vrai ou non, je sais pas. Une chose est sûre, Jean-Yves Guéret, on le retrouve sans les pieds. Peut-être que les pieds ont été mangés par des animaux, je sais pas, peut-être que Michel Lambin les a mangés lui-même, bref. Voilà. Et à partir de là, ils vont retrouver également la voiture de Jean-Yves Guéret sur le terrain, ils vont retrouver son agenda des affaires à lui dans la maison. Enfin, Michel Lambin, en 2005, sera arrêté par la police. Et alors là, après plusieurs années de détention où les gens découvrent qui est Michel Lambin, il faut bien vous dire que c'est à cette époque, en 2005, que la presse commence à s'intéresser à ce que dit Nicole Rossi, etc. Et puis là, les gens vont se dire « Ah oui, d'accord, mais il a tué 6 personnes en 1983, bergerie du Bayou, il en a tué d'autres, mais ce mec est un tueur en série, en fait. » Et c'est là que les gens commencent à le connaître. Au terme d'un procès compliqué qui aura lieu d'abord en 2009, puis après en appel en 2011, Michel Lambin sera condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Jean-Yves Guéret. Puis la famille de Robert Ludy, souvenez-vous, le gardien d'école qui avait été assassiné, ils parviendront aussi à faire avancer l'instruction jusqu'à un procès en 2017. Lambin a alors 67 ans, il est très diminué, même aujourd'hui à mon avis il est proche de... Il n'est pas mort mais je pense qu'il va mourir d'ici peu parce qu'il peut même plus être debout, il me semble, il est obligé d'être allongé, il va assister allongé à son procès. Le berger de Cossol sera condamné en 2017 pour le meurtre de Robert Ludy à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. Et ça les amis, ça montre quoi ? On est en 2017 donc les gens sont vraiment au courant de l'histoire, ça montre que Michel Lambin a probablement été jugé en plus du meurtre de Robert Ludy. On lui a mis ce qu'il fallait.
Voilà, parce que les 22 ans de sûreté, peut-être qu'ils les auraient pas eus si les jurés n'avaient pas été au courant de ce qui s'était passé avant. Et puis une grande surprise et une grande victoire pour les familles, puisque début 2021, il y a quelques mois à peine, le procureur a annoncé que Michel Lambin sera renvoyé devant les assises pour les meurtres de Jean-Félix Leca et de Farid Erragdi qui avaient eu lieu de façon présumée au printemps 2001. C'est quelque chose qui était inespéré. On était à 2 doigts d'arriver dans la prescription des faits, mais si vous voulez, avec l'engouement médiatique, on peut plus ignorer cette histoire-là. Et c'est vrai que les médias ont fait pression et les familles ont fait pression. Michel Lambin sera bientôt jugé pour les meurtres de Jean-Félix Leca et Farid Erragdi. Mais le problème, c'est qu'il reste ces 6 victimes entre 1983 et 1984, 6 victimes présumées, je précise, meurtres pour lesquels Michel Lambin ne sera jamais jugé. Et j'imagine qu'il y a des familles pour lesquelles c'est très compliqué de savoir que Lambin ne sera jamais jugé et que c'est potentiellement lui qui les a tués. Et j'ajoute, moi, personnellement, une des choses qui m'intrigue le plus et qui me fait peur vraiment dans cette histoire, c'est la période de 1986 à 2001 où aucun meurtre n'est imputé à Michel Lambin. Alors qu'on voit que le mec, dès qu'il est en liberté, ça y va. Et là, il se passe rien apparemment, donc peut-être s'est-il passé quelque chose dont nous ne sommes pas au courant. Peut-être qu'il y a d'autres victimes de Michel Lambin entre 1986 et 2001. Et j'ajoute aussi que peut-être la bergerie du Bayou, à laquelle je suis allé, vous avez vu dans les images, n'a pas livré tous ses secrets. Je me suis pas senti bien du tout là-bas, je vous préviens. Bon, c'est normal, c'est un endroit où il y a eu des crimes, etc. Mais vraiment, c'est une longue route. Cossol, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais on est entouré d'une forêt, mais c'est une forêt très sombre. Vraiment, et on arrive devant ce portail, on voit pas vraiment la bergerie, parce qu'il y a des arbres qui cachent, mais je me suis pas senti bien du tout. Avec mon ami caméraman Michael, on n'est pas resté très longtemps, on a fait le tournage et on s'est vite fait tailler, parce que peut-être que je sais pas, il y a des mauvaises énergies, et il est possible que dans cette bergerie, il y a encore des corps enterrés. C'est à ça que je pense. Peut-être qu'il y a encore des corps enterrés qu'on ne retrouvera jamais. Au fur et à mesure du temps, les os disparaîtront, je ne sais pas, bref, j'en sais rien, mais cette histoire est mystérieuse. Est-ce qu'on peut parler de scandale policier pour ce qui est de 1983, 1984, et même Jean-Félix Leca et Farid Erragdi? Le problème, c'est qu'on est dans un milieu du grand banditisme, entre guillemets, un milieu de criminels qui cherchent à échapper à la police, donc forcément, quand ils disparaissent, c'est leur but de disparaître. Donc, la police ne s'interroge pas vraiment sur ça. En revanche, il y a quelque chose où là, on peut vraiment s'énerver, c'est Nicole Rossi. Je répète que voilà, Nicole Rossi, pour moi, est peut-être la clé de cette histoire. C'est elle qui y a mis un terme. Peut-être que si elle n'avait jamais parlé, Michel Lambin serait encore en train de commettre des crimes, j'en sais rien. Mais si elle avait parlé plus tôt, je n'aurais sûrement jamais fait cette vidéo et ça aurait évité à beaucoup de gens de mourir. Est-ce qu'elle doit être jugée, Nicole Rossi, pour non-dénonciation de crime? Peut-être complicité? J'en sais rien. Il y a encore beaucoup de mystères autour de Nicole Rossi, autour de cette bergerie du Bayou. Et les amis, je pense qu'on ne connaîtra jamais la vérité complète. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était une première pour moi de faire du tournage dans un autre endroit. Mais comme cette affaire s'est passée dans ma région, les Alpes-Maritimes, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de le faire. C'était pas facile parce qu'on a connu pas mal de problèmes techniques, etc. Bref, c'est un gros travail tout ça, mais je suis content d'avoir pu vous le présenter. Abonnez-vous à la chaîne si jamais vous aimez le contenu, laissez un like à la vidéo, suivez-moi sur Instagram, etc. Bref, si vous le souhaitez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous. Salut à tous.